France Inter, le 18-20. Vous le saviez, vous, que c'était la journée mondiale sans portable aujourd'hui. En son temps, vous vous souvenez peut-être cette Phil Marceau qui avait lancé l'idée, c'était il y a presque 20 ans, avant même les smartphones. C'est dire, ça continue, mais soyons clairs, on a un peu du mal à suivre. Que celui qui n'a jamais remonté 4 à 4 chez lui les escaliers pour aller chercher son portable oublié me jette le premier smartphone, qu'on mette sous verre celui qui peut affirmer qu'il sait regarder la télé sans en même temps liker ou partager un ou deux statuts sur Facebook, qu'on présente celui qui préfère demander son chemin quand il est tellement plus simple de cliquer sur Google Maps sur son portable, tellement plus simple de commander une place de ciné, s'assurer de l'état de son compte en banque, vérifier depuis combien de jours on a arrêté de fumer, envoyer un SMS pour dire qu'on sera en retard à cause de la neige et du coup commander des capsules de café en attendant le bus ou télécharger l'appli d'Épicide même si on n'ira jamais, tout en répondant à 2 ou 3 emails, le tout sans lever le nez et même sans respirer. Bref, enlevez-nous notre portable aujourd'hui, c'est comme nous arracher un bras et pourtant vous passez votre temps à dire à vos enfants d'arrêter d'avoir les pouces en action sur Snapchat comme si leur vie en dépendait. Mais qu'est-ce qui nous est tous arrivé? Pouvez-vous honnêtement dire que vous pouvez passer la journée sans votre portable? Dites-le nous. Fabienne Synthès. Le téléphone sonne. Étienne, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va, Étienne? Ça va très bien, merci. Allez-y, on vous écoute. Alors, je tiens d'abord à préciser que j'ai 25 ans, donc je suis de la génération vraiment qui est digital native, comme on dit. Vous n'avez pas connu le monde sans l'écran qu'on tourne comme ça, donc? Non. Voilà. Non, quasiment pas. Très bien, c'est pas grave. Vous pouvez rester. Allez-y, Étienne. Alors, je me demandais si le fait d'avoir tout le temps besoin du téléphone portable à longueur de journée, c'était pas quelque part une manifestation d'une toute puissance infantile, puisque en un seul geste, en un seul glissement de doigts, on peut faire toute une sorte de choses, comme vous l'avez dit dans votre introduction. Et j'ai remarqué autre chose, c'est que en fait, quand on a un téléphone portable entre les mains, on ne connaît plus l'ennui. Et il me semble que quand même, le fait de s'ennuyer, même si ça n'est pas très agréable, ça a une utilité pour le psychisme. Merci beaucoup pour ce démarrage et cette introduction, Étienne, et toutes ces remarques intéressantes. Pour vous répondre et pour discuter avec nous dans le téléphone sonne jusqu'à 20h, Catherine Lejal est là, bonsoir. Vous êtes... bonsoir, redites-le pour voir. Bonsoir. Ah, visiblement, vous avez un problème de micro. Tiens, essayez plutôt celui qui est à côté. Pendant ce temps, vous êtes ingénieur télécom et docteur en sociologie, auteur de J'arrête d'être hyper connecté, c'est chez Erol. Bonjour Yannick Châtelain. Bonjour. Ah, mais vous aussi, vous avez un problème de micro? J'ai extrait un problème de micro. Ah voilà, ça va beaucoup mieux maintenant. Allons bon, on n'a pas de problème de portable, mais de problème de micro. J'ai bien reçu votre télégramme. Oui, je vous remercie. Voici mon fax qui va arriver par... vous savez, les trucs... Par pigeon voyageur. Voilà. Vous êtes enseignant-chercheur, directeur du département des enseignements appliqués à Grenoble École de Management. Vous avez écrit notamment « Mes mails m'en mêlent, lire vos mails nuit gravement à ma santé » et c'est chez Kawa. Tiens, Catherine Lejal, pour commencer, il a raison, Étienne, est-ce qu'il y a un côté un peu infantilisant en fait à avoir ça à la main comme on a son doudou, comme on avait son doudou à la main lorsqu'on était plus jeune? Tout à fait. Il a à la fois utilisé ce terme de doudou, d'objet transitionnel au sens de Winnicott, et puis démiurge. J'ai beaucoup aimé démiurge puisque effectivement le téléphone portable nous permet de vivre l'ubiquité, d'être ici et ailleurs. Donc une vraie remise en question de son rapport aux autres, son Dasein, avec, comme il l'a dit, le fait de finalement ne plus être ouvert aux autres et d'être captivé par cet écran, ne plus jamais s'ennuyer, se remplir de notifications, d'alertes. Et alors qu'on sait que la vacuité, la vacance est à la fois très productive, repose l'esprit, mais permet de penser, d'être créatif. Et on devrait de temps en temps effectivement s'autoriser cette liberté créative en posant le téléphone. C'est le cas pour les enfants. On dit beaucoup aux enfants qu'il faut qu'ils apprennent à s'ennuyer, qu'ils aillent jouer dehors avec rien dans les mains si ce n'est un ballon. Yannick Châtelain, ça marche pour nous aussi en fait. Ça marche pour nous. Ça marche pour nous aussi. Alors vraiment, Étienne, merci. Ça fait du bien de vous entendre parce que vous avez aujourd'hui vous avez 84% des 15-25 ans, donc vous êtes dans la tranche d'âge qui sont vraiment addicts au téléphone, et votre génération a inventé la semaine des 35 heures, donc est très avant-gardiste, la semaine des 35 heures sur smartphone. Et c'est pas une blague malheureusement. Et c'est ce qu'on appelle en fait le terme exact qui est utilisé, que l'auteur d'ailleurs que vous avez cité tout à l'heure, Fabienne, n'aime pas, c'est la nomophobie, de no mobile phone phobia. Et
l'auteur lui préfère le terme. C'était Phil Marceau, c'est lui dont vous parlez? Phil Marceau, celui qui a inventé la fameuse journée sans portable. Ouais. Et qui préfère le terme d'addictphobia. Mais est-ce que c'est vraiment une addiction? Enfin, je veux dire, à un moment, on emploie aussi des termes qui sont peut-être un peu extrêmement lourds. Est-ce qu'on est dans le domaine de l'addiction? On peut pas se passer de son portable comme on peut pas se passer de boire un verre. Attendez. Personnellement, je pense que non, parce que l'addiction, c'est effectivement un terme médical très fort. On trouve pas de souffrance. Renoncer à son portable, c'est quand même se compliquer la vie. Vous l'avez dit. Si on prend des journées comme aujourd'hui, c'est regarder la météo, regarder l'état des routes, c'est repartir. Finalement, on s'autorise quoi? On s'autorise du pain et de l'eau. Donc il y a une forme de masochisme. C'est un outil utilitaire, c'est un outil affectif. C'est simplement une question de dosage. C'est en reprendre le contrôle. C'est se dire qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations, c'est choisir celles qui vont nous intéresser et ne pas se mettre dans ce régime de l'alerte, c'est-à-dire comme finalement quelqu'un qui est sonné, mais se dire je vais choisir de façon sélective, je reprends le contrôle Pardon, vous pouvez finir votre phrase, voilà. Catherine. Je reprends le contrôle de l'information, de ce que je vais digérer, de ce que je mérite. Je suis pas un temps de cerveau disponible comme ça pour n'importe quoi. Je fais le tri. Vous vouliez ajouter quelque chose, Yannick Châtelain, avant qu'on retourne au standard? Dans la lignée de ce que dit Catherine, addiction, c'est une pathologie, ou ce serait une pathologie, donc c'est un mot très très lourd. Par contre, donc il y a une prise de conscience, alors qui est peut-être pas très altruiste, mais enfin vous avez aujourd'hui, petite anecdote, 2 actionnaires majeurs d'Apple qui pèsent 2 milliards de dollars, qui font pression au niveau de Apple pour que Apple intègre des logiciels permettant aux parents de reprendre le contrôle, ce dont parlait Catherine, de reprendre le contrôle et également d'engager des études d'impact au niveau du cerveau, au niveau mental. Est-ce que c'est un impact ou pas? Les études d'impact, je comprends, mais je trouve ça extrêmement intéressant de demander à Apple de reprendre le contrôle. On vit quand même une époque moderne. Est-ce que c'est pas à nous de reprendre le contrôle? Non, mais Apple le fait. Fabienne, Apple le fait en fait, et c'est là où je disais que c'était pas altruiste, parce qu'il pressente que c'est un problème et c'est à aujourd'hui les parents considèrent aux États-Unis qu'un adolescent sur 2 est accro. Le premier portable, ils l'ont à 11 ans. Derrière, ils n'ont aucun contrôle et ils pensent, et c'est là où c'est pas altruiste, qu'ils risquent d'avoir une mauvaise image s'ils n'agissent pas pour aider les parents à reprendre le contrôle. Voir un procès, une class action à l'américaine. Une class action. Non mais réellement, je pense qu'ils peuvent avoir également ça en tête. Bonsoir Camille. Bonsoir. Bienvenue Camille, on vous écoute. Alors, j'ai 17 ans et donc je suis en pleine révision pour Sciences Po et donc j'ai décidé de me détacher de mon portable pour essayer de maximiser au mieux mon temps et je suis en train de me heurter à un problème, donc mon portable et plus particulièrement les réseaux sociaux qui font vraiment une partie assez intégrante de ma vie en tant qu'ado, Instagram, Snapchat, Facebook et juste ce que je veux dire c'est que j'ai vraiment l'impression et ça a été prouvé que tout est fait pour qu'on passe le maximum de temps à faire défiler notre écran, même si c'est pas intéressant, vraiment à nous pousser à toujours se comparer aux autres par le biais de photos, à nous pousser vraiment toujours à consommer. Et souvent, en utilisant les notifications, je pense que vous en avez entendu parler, comme les flammes sur Snapchat. Bah oui, on en a entendu parler. Non mais attendez, Camille, c'est pas parce que... Non mais attendez. Camille. Non mais attendez. Camille, il va falloir raccrocher maintenant, il faut les réviser. Non, Camille va les réviser. Camille, j'ai quand même une question. Du coup, est-ce que c'est difficile, en fait, pour toi? C'est-à-dire, en gros, il faut mettre le téléphone dans une autre pièce pour pas y penser, pour être sûr de pas aller regarder sur Facebook ou Snapchat ou pas? Alors, faut même pas le mettre dans une autre pièce, faut effacer les applications. Ah oui, carrément. Vraiment être efficace. Après, ça dépend, on peut désactiver les notifications, mais c'est vraiment dur parce qu'il y a toujours quelque chose qui va nous pousser à regarder, à toujours aller dessus, je sais pas trop comment le dire. Ouais, mais on comprend bien. Mais après, il y a plein de côtés positifs dans les réseaux sociaux, mais juste, aujourd'hui, je ne savais pas du tout que c'était la journée des... sans portable. Sans portable. Moi non plus, très honnêtement. Voilà. Avant de me pencher sur la question. Donc, et alors, du coup, est-ce que tu as effacé les applis, toi? La méthode, ça a été celle-là, et du coup, est-ce qu'on l'enlève et puis on la remet finalement 1 heure après parce que on a trop envie de savoir? Ça se passe comment? Alors franchement, pour réviser les épreuves de bac l'année dernière, j'ai effacé les applis, ça a été plutôt efficace. Là, pour Sciences Po, je les garde, mais je désactive les notifications. D'accord. Donc... Mais après, j'utilise aussi une appli qui s'appelle Bifocus pour essayer de... C'est-à-dire que pendant 25 minutes, on ne touche pas notre portable.
Et pour ne pas toucher à son portable pendant 20 minutes, il y a une appli. Je trouve qu'on vit une époque géniale. Camille, Exactement. merci beaucoup. Et bonne chance pour Sciences Po. Faudra nous donner des Merci nouvelles. beaucoup. Merci beaucoup. Et Merci. désactive donc les applis. Camille Lejal, c'est fou quand même. Quand on a, alors on sait aussi ce que ça veut dire parce que nous aussi on a du mal à s'en détacher. Bien sûr. Mais pour vraiment s'en détacher, Camille, elle a une appli qui l'aide à s'en détacher. On est en train de se mordre la queue un petit peu quand Il y a même. des applis pour tout. Ouais. Et comme le disait Yannick, ce nouveau mot, la no mobile phobie, il y en a un autre qui est la fear of missing out. C'est la peur de rater quelque chose. Parce que sur les réseaux sociaux, on voit une construction d'événements tellement extraordinaires qu'on a envie d'y participer, qu'on se dit que finalement ce qu'on est en train de vivre est moins bien, et on zappe d'une activité à une autre, d'une soirée à une autre. En moyenne, les millennials passeraient 97 minutes dans une soirée pour aller dans une autre. Donc ce qui était intéressant dans le témoignage de Camille et qui apportait quelque chose de nouveau, c'est cette difficulté finalement à vivre sans être connecté aux autres, sans partager, d'arriver finalement à vivre pleinement ce qu'on est en train de vivre, sans devoir le partager, sans devoir finalement attendre ce retour des autres qui nous disent que ce qu'on vit est extraordinaire. Mais parce que pour aller au positif quand même dans ce que dit Camille, ce qu'ont apporté peut-être les réseaux sociaux à portée de main sur les Bien portables, c'est aussi de créer entre les gens de son âge et même plus jeunes cette communauté-là. Ne pas appartenir à ça, c'est peut-être difficile à vivre aussi Tout à pour les enfants. Yannick Châtelain. Bah, ce qui se passe, et bravo Camille, et Sciences Po à fond, et c'est très bien votre application. Bah, ce qui se passe, ce qu'on réalise pas, c'est que c'est la première fois, enfin je parle sous le contrôle de Catherine, dans l'humanité, où en définitive, la génération de devant n'a pas pu apprendre à la génération d'après. Et Camille, là, elle met elle parce qu'on l'avait pas, nous, la génération d'avant. Non, mais oui, mais bilan de l'opération, c'est la première fois dans l'humanité où on n'a pas été capable de leur enseigner le savoir. Si on n'était pas complètement dedans, de leur enseigner l'usage. Son attitude, par exemple, quand Camille dit l'asservissement, vous avez un père, on en discutait avec Catherine tout à l'heure, un père de Catherine qui est sociologue, qui s'appelle Antonio Casilli, qui parle carrément qu'il faut entamer une décolonisation numérique, parce que oui, tout est fait pour l'asservissement. Et quand on va sur Facebook, moi quand je vais sur Facebook, je me dis, je sais pas toi Catherine, mais j'ai une vie de loser. C'est-à-dire que non, mais les gens ont Bien tellement sûr, des vies formidables. mais évidemment. Alors que bon. Bien sûr, mais donc, alors, alors, c'est par important contre, de savoir que par chacun contre, il y a ne un raconte côté- que le meilleur de il y a- sa vie. bien sûr, Sinon, ben, effectivement, on c'est jette le par la fenêtre. meilleur, c'est formidable. Mais par contre, derrière, le fait, certains disent au niveau médical que ça provoquait quand même des formes de dépression. Bien qu'il y ait des aspects, on peut pas nier les aspects positifs de rencontres, d'autres modes de rencontres. Enfin, Mais je pense. Ce que j'ai entendu aussi chez Camille, Catherine Lejal, c'est que il faut se créer une carence. En fait, c'est comme un sevrage finalement, et aussi violent qu'un sevrage, comme désactiver une appli, enlever les notifications. Les mots employés reviennent à ce qu'on disait sur l'addiction tout à l'heure. Tout à fait, parce que les tentations sont tellement fortes. On a tout le temps des alertes qui nous rappellent que quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer et qu'il faudrait pas passer à côté. La conséquence, c'est des problèmes finalement d'attention, des problèmes de concentration. Et en période d'examen, la solution, c'est effectivement de mettre ça de côté. Allez, on a toute une volée de gens qui nous appellent et qui n'ont pas de portable. Autant de gens, et qui nous disent que la vie n'est pas si terrible lorsqu'on n'a pas de portable. Attendez, je suis en train de mettre mes lunettes. Voilà, un petit témoignage. Ne n'ayez pas de téléphone portable, ne l'en souhaite pas. Et malgré une petite gêne quand on me demande pourquoi, on a parfois l'impression d'appartenir à une communauté bien lointaine. Je n'ai pas de smartphone encore sur franceinter.fr. Un simple téléphone portable pour téléphoner. Monsieur est donc un dinosaure. Et pour la communication, un ordinateur et Internet. Je me moque, mais effectivement, de toute façon, le smartphone ne sert plus à téléphoner Mais depuis longtemps. il est avant-gardiste, il n'est pas si dinosaure que ça, Mais il n'est pas du absolument. tout dinosaure, parce que derrière vous avez plusieurs marques qui ont ressorti des téléphones avec des fonctionnalités des années 1990. Un téléphone, parce que à aujourd'hui, ceux qui devraient porter plainte, c'est Monsieur Orthographe et Madame Grammaire. Hein. Alors, je pense à ce monsieur effectivement qui a un téléphone normal. C'est devenu une mode aussi d'aller ressortir un bon vieux Nokia, pour citer une marque qui aujourd'hui n'existe Et pas. en même temps, l'appel téléphonique est très intrusif. On n'ose plus téléphoner. Le nouveau format narratif, c'est quand même la vidéo, c'est quand même les stories, c'est se raconter avec tout ce qu'il y a de créatif à travers les masques, à travers de se raconter à travers des stories. Lisa, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue Lisa, on vous écoute. Moi, je vous ai appelé parce que effectivement, j'arrive à résister à la pression sociale d'avoir Internet sur son téléphone. Moi, j'ai un smartphone, donc
techniquement, je peux accéder à Internet, mais j'ai désactivé tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est connexion automatique, tout ce qui est notification, ce qui me permet d'avoir un bel objet, parce que c'est vrai que les smartphones sont de beaux objets avec de belles couleurs, des photos qu'on reçoit facilement par MMS, etc. Mais par contre, ça reste un téléphone. Donc je résiste aux mails urgents auxquels il faut répondre dans les 3 secondes qui suivent. Je résiste à tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà, je me déconnecte quand je n'ai que, entre guillemets, mon téléphone. Et parce que par ailleurs, j'ai une tablette, j'ai un ordinateur, donc je consulte, je regarde, je fais tout ça. Et est-ce que vous avez l'impression quand vous regarde, alors j'allais dire bizarrement, on va peut-être pas exagérer non plus, mais est-ce que vous avez un peu le sentiment quand vous le racontez aux autres, ils vous disent mais enfin pourquoi après tout t'as qu'à te brancher comme tout le monde? Comment vous êtes perçue autour de vous, Lisa? Assez bizarrement. Assez bizarrement, on me dit mais ton téléphone a un problème? Je dis non, c'est juste que j'ai moi-même activé des choses pour ne pas être connectée. Donc quand je dois me rendre à un rendez-vous sur une rue que je ne connais pas forcément, je prends une petite photo d'un plan, ce qui me permet effectivement de pouvoir être entre guillemets géolocalisée. Et puis finalement on rentre dans une pharmacie, on demande si les pharmaciens connaissent la rue, et puis on s'en sort, on survit, on y arrive très bien. Et c'est pas le parcours du combattant, Catherine Lejeal, ça a l'air d'une évidence totale, mais enfin ça va peut-être mieux en le disant. On peut choisir ce qu'on fait aussi avec cet appareil qu'on a entre les mains, ce qu'on voit, ce qu'on regarde, ce qu'on connecte, ce qu'on déconnecte. Enfin, c'est pas tout ou rien, quoi. Tout à fait. Ce que je trouve très intéressant dans ce témoignage, c'est la notion d'urgence. C'est-à-dire, elle dit finalement, je résiste à l'urgence et je sais rétablir les priorités. Et on a tendance malheureusement à confondre urgence et priorité et à traiter ce qui arrive comme une interpellation et finalement être un peu comme une bête à l'affût. Yannick Jacquelin, est-ce que ça marche vraiment pour tout le monde? Cela dit, il y a une pression aussi qui vient parfois de son travail, parfois de tout ça qui rend les choses plus difficiles. C'est très compliqué et vraiment c'est très pertinent quand j'ai oublié votre prénom. Lisa. Lisa, quand Lisa parle de la pression sociale forte, oui, elle est forte. En entreprise, elle est extrêmement forte. C'est-à-dire que derrière, on a le sentiment, par exemple en entreprise, que si on ne réagit pas immédiatement, on est quelqu'un qui peut être targué d'inactivité ou etc. Faut donner à voir qu'on existe, faut donner à voir qu'on est présent. Et quand vous allez, vous prenez le TER, il y a un côté, je trouve assez. Est-ce que c'est aussi pour se donner une contenance qu'on est sans arrêt sur son smartphone? Est-ce que c'est pas comme la cigarette? C'est-à-dire que quand on est dans le et Étienne parlait au début de l'ennui. C'est comme la cigarette, vous savez, moi j'ai une appli qui montre que j'ai arrêté de fumer, c'est vous dire. Ah non, mais alors là, Fabienne, non, là ça va pas être possible, là on va être obligé d'arrêter l'émission. Si, je vais vous la montrer. Et cette pression sociale, elle est effectivement très très forte. Y résister, ça demande un changement comportemental, mais même dans les entreprises, c'est-à-dire de pas exiger aujourd'hui que les gens répondent immédiatement, instantanément. Donc elle est dans, je pense que Lisa est dans le vrai. Elle est dans le vrai. C'est-à-dire qu'on a perdu patience. Mais il faut aussi. du courage. Et c'est pas seulement pour mettre la pression aux gens, c'est juste qu'on a perdu patience, puisque c'est tellement simple d'avoir une réponse tout de suite. On se demande comment c'est possible de ne pas l'avoir. C'est simple, et puis aussi, on échappe à l'ennui. L'ennui, c'est être face à soi-même. Et vous tenez, Fabienne, on voit pas bien là. On voit pas bien où vous en êtes là de votre arrêt de cigarette. 1 mois 30 jours et 9 heures. Non, vous en êtes à 1 heure. Non, 1 mois 30 jours et 9 heures. Je vous réinviterai plus jamais. Bonsoir Jean-Christophe. Oui, bonsoir. On vous écoute, allez-y. Voilà, je suis instituteur dans la Loire et nous venons de mener une expérience originale où nous avons proposé aux familles un défi, 12 jours sans écran. Alors il ne s'agissait pas de s'immiscer dans la vie familiale, loin de nous cette idée, mais c'est d'essayer d'encourager les familles, les enfants, à réduire, à limiter le temps consacré aux écrans. Alors ceci, bien sûr, dépasse le téléphone, parce qu'il y avait aussi les tablettes, télévision, jeux vidéo, ordinateurs. Mais en tout cas, les enfants se sont engagés, c'était des enfants entre 8 et 10 ans, se sont engagés avec vraiment résolution et sérieux dans ce projet. Et chaque matin, nous relevions un petit peu les scores réalisés dans chaque classe.
Les enfants se sont prêtés au jeu. Et tout ceci, l'objectif, c'était en fait de prendre conscience qu'on exagérait actuellement, mais aussi de prendre conscience des dangers. On avait été alerté bien sûr par notre inspection, mais en s'appuyant sur des travaux d'une docteure qui s'appelle Anne-Lise Ducanda, ainsi que sur des travaux de Serge Tisseron, et puis bien sûr le numéro d'envoyé spécial du 18 janvier, là, accro aux écrans. Et à partir de là, on a pu tirer déjà quelques effets puisqu'on a fait une petite enquête ces derniers jours à la suite des débats en classe et puis des discussions qu'on a encouragées dans les familles puisque ça donnait lieu non seulement à des discussions mais à des disputes puisque l'objectif c'était un petit peu de semer un peu le trouble et puis amener la réflexion. Donc voilà, je voulais faire un peu part de ce petit témoignage. Mais merci beaucoup. J'ai une curiosité, Jean-Christophe. Qu'est-ce que les enfants vous racontent? Qu'est-ce qu'ils font à la place? Alors voilà, quand on fait le bilan, le à la place, c'est quoi? On a fait un relevé assez impressionnant puisqu'on en est revenu quand même à des activités assez classiques, c'est-à-dire la lecture, les sports sous toutes les formes, la musique, les jeux de société, les jeux de stratégie, la cuisine, les balades, les jeux de construction, le bricolage, la peinture, les tâches ménagères. Avec une meilleure implication et puis la participation surtout à des discussions. Puis le fait aussi, certains nous disaient, maintenant mon papa, il ne pose plus son téléphone juste à côté de l'assiette, il le pose dans la pièce à côté et comme ça maintenant on peut discuter. Maintenant ma nounou, ma grand-mère, pendant qu'on mange, elle éteint la télévision. Et donc, alors on va pas dire qu'on a gagné, mais on mènera à nouveau cette enquête d'ici 2 ou 3 mois au niveau de l'école pour voir si les effets commencent à s'installer. En tout cas, l'objectif c'était que les familles commencent à réfléchir à je vais pas dire ce fléau, mais ce système de santé publique, c'est une question de santé publique quelque part, mais qu'elles se posent les questions et qu'elles établissent peut-être des nouvelles règles. Pas forcément contraignant les différents membres de la famille, mais ensemble, en se disputant, en construisant. Merci beaucoup pour ce témoignage, Jean-Christophe. Catherine Legel, ça commence à se faire beaucoup, ce genre d'expérience. En tout cas, réaliser que il faut essayer, surtout avec les enfants comme cela, et que le monde ne s'écroule pas pour autant. Tout à fait. On l'a bien entendu. Ils sont très demandeurs d'expériences où on est ensemble, où on fait quelque chose ensemble, un jeu de société, on cuisine, on fait du sport. Et il y a un vrai lien social qui s'installe et qui est plus dense. Ce que disait Jean-Christophe, on va y venir d'ailleurs avec Alice qui nous attend au standard, sur le danger en termes médical. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de choses aussi qui sont dites et qui sont sues aujourd'hui que peut-être on ignorait précédemment? C'est le problème de l'attention, le problème de ce zapping, finalement, j'ai des problèmes de concentration alors qu'on n'a pas de problème de concentration, c'est parce qu'on est toujours dans le régime de l'alerte et qu'on est aussi en multitasking, c'est qu'on fait 3-4 choses à la fois et on pense qu'on peut le faire. Avec ce côté dont le premier auditeur, démiurge. Ça, on croit qu'on peut jongler entre plusieurs activités. Non, le cerveau est limité et on a un syndrome de débordement cognitif. Donc ça, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a un autre danger sur lequel on n'a pas encore eu l'occasion d'intervenir, qui est, on l'a un petit peu vu là, c'est la lenteur. C'est aussi remettre un peu de lenteur. Pas être en permanence à jongler avec différents écrans. Et cette lenteur, elle est importante parce que les réseaux sociaux ont tendance à privilégier vraiment la nouveauté. C'est-à-dire le post qui est le dernier arrivé, qui doit avoir un contenu meilleur, qui vaut plus qu'un précédent. Et or, notre construction identitaire, il y a quand même une certaine permanence ontologique et on peut pas tout le temps se réinventer, zapper, se réinventer. Et c'est intéressant de remettre justement cette lenteur, cette continuité, cette permanence au cœur de nos sociétés. Yannick Châtelet, rapidement, avant qu'on aille au standard. Dans la lignée de ce que dit Catherine, il y a une forme de technofascination qui fait qu'on arrête, on ne se pose pas, on n'arrive pas même à avoir du simple bon sens. Le simple bon sens, c'est ne serait-ce que du savoir-vivre. C'est-à-dire que je suis avec quelqu'un, il me pianote au nez, mais je trouve ça d'un désagréable, c'est comme si je n'existais pas, je n'existais plus, il y avait plus quelque chose de plus important que l'échange qu'on peut avoir. Donc de la même façon que on a arrêté d'allumer la télévision pendant un temps, parce que la télévision, on discutait plus à table s'il y avait la télévision.
Là, d'un seul coup, l'expérience de Jean-Christophe, il touche la cible des 8-10 ans, etc., qui redécouvrent des plaisirs simples. Mais il y a eu quand même touchant. un moment où on a forcé le trait, si je puis dire. Enfin, on a tous eu à notre premier téléphone portable juré qu'on ne téléphonerait jamais dans la rue, parce que quel intérêt de téléphoner dans la rue? Et puis on a fini par tous le faire. Pas se le faire piquer. Voilà, il nous est toujours... Ou à tomber. Ou à tomber. Il nous est tous arrivé à jamais on aurait imaginé interrompre une conversation pour décrocher le téléphone Absolument. lorsqu'on est au restaurant, et aujourd'hui on le fait, par exemple. Ah, mais Donc, est-ce que ça veut dire que plus ça va, plus on a tiré sur la corde en quelque sorte? C'est un déficit quand même d'éducation. C'est-à-dire ensuite, c'est aux parents de donner l'exemple. C'est si on permet, je sais pas, je veux pas paraître super ringard, mais enfin, à table, il est hors de question que quelqu'un de téléphone pendant qu'une famille dîne. Enfin, imaginez au restaurant, et on l'a tous Ça vu. existe, bien On l'a sûr. tous vu. Le SMS, comment dire, ou le couple qui dîne ensemble, c'est Chacun vraiment sur très son romantique, portable. chacun sur son portable. Voilà. Ah, il s'envoie peut-être des petits SMS coquins à votre insu. Catherine, vous êtes une optimiste? On va vous laisser tous les deux. Bonsoir Alice. Bonsoir. On vous écoute Alice, allez-y. Oui, je voulais témoigner sur... alors, je suis ostéopathe Mhm. et je me suis rendu compte dans mon cabinet notamment qu'il y avait davantage qu'à une certaine époque de personnes qui étaient déjà en burn-out ou en état de pré-burn-out. Et je pense que les réseaux sociaux et le téléphone ont un grand impact là-dessus. Mhm. Parce que comme disait votre intervenante, en effet, on est en état de multitasking tout le temps. Les gens n'arrivent pas à décrocher, ils n'arrivent pas à se poser, ils n'arrivent pas à s'ancrer, ils ne se reposent jamais. Mhm. Voilà, ils ont l'impression d'être obligés tout le temps d'être connectés, d'être actifs. Et d'avoir quelque chose à dire, peut-être, Alice aussi, C'est parce ça. que sinon, par rapport aux autres, mais qui on est, si on n'a rien à dire, nous, en fait. Exactement, Mhm. aussi, je pense, tout à fait. Donc ça, c'était la première chose sur laquelle je voulais réagir. Mhm. Et la seconde, c'est les adolescents. J'ai de plus en plus d'adolescents qui ont des migraines. Et alors ça, j'ai l'impression que c'était moins le cas avant. Et je me suis rendu compte, alors au-delà du soin que je vais leur apporter, tout simplement en leur demandant d'arrêter d'avoir le téléphone à côté de l'oreiller le soir, de leur demander de lâcher le téléphone à partir de 17h par exemple, et ben les migraines s'en vont, comme par magie. Et donc ça, voilà, je voulais vraiment intervenir là-dessus parce que je pense qu'on s'en rend pas bien compte et il y a un réel danger. Merci beaucoup Alice pour ce témoignage. Elle a raison sur les 2 points. Alice, d'abord le burn-out, Catherine Lejal, est-ce que ça accélère peut-être, provoque, je ne sais pas, ou accélère un état de burn-out ou pas? Alors, merci Alice pour ce mot important qu'on n'avait pas encore, ce terme qu'on n'avait pas abordé. Le burn-out, c'est vraiment la surchauffe de la machine. Et c'est se dire, on est en train de zapper, on est en train de multitasker, on est vraiment dans une surchauffe de machine. C'est se dire, mon cerveau, il a aussi le droit à des plages de maintenance qui peuvent être un bain moussant, une douche, un repas, une balade. C'est de s'identifier quelques zones où on a le droit d'être dans cet état de repos qu'on ne s'autorise pas. Et la deuxième chose très intéressante que j'ai trouvée, c'est on a l'impression qu'on est aimé parce que on reçoit Bien sûr. des tas, on existe encore plus. Et donc quand on n'a rien, Et on pas de compte les pas de likes. petits messages et trucs, Bien sûr. on se dit je ne suis pas aimé. Et ça c'est quelque chose qui qui est un sentiment malheureusement partagé et qui a rien à voir avec la réalité. Les migraines, le fait de dormir à côté de son téléphone, par exemple, ça, on a fait un lien de cause à effet réel là-dessus ou pas? Disons qu'il y a les entreprises, par exemple, je connais une entreprise qui s'appelle Into the Vibe, qui est Into the Tribe, pardon, qui est une start-up qui déconseille formellement le fait de rester à côté de smartphones ou de choses qui émettent. Mais malheureusement, vous avez une grande majorité de la population qui n'arrête jamais leur smartphone. Et l'utilise qui comme un dorment, réveil. et qui Enfin, le mien, l'utilisent. c'est mon réveil. Et rien ne vaut le témoignage d'Alice avec ce constat que cette petite chose, alors c'est pas scientifiquement prouvé, mais en attendant, Alice l'a constaté. Autre chose, il y a l'histoire de cette interruption, il y a les adolescents, puis il y a les adultes. Un cadre aujourd'hui, il interrompt son travail toutes les 5 minutes pour consulter ses mails. Bilan de l'opération, en termes de productivité, peut-être qu'un jour les entreprises vont se rendre compte que c'est quand même complètement débile. Et ensuite, on s'étonne que les gens répondent à côté au niveau des mails, parce que derrière, ils n'ont plus le temps, que leur cerveau... Alors, on externalise notre cerveau. Alors là, par contre, d'un point de vue médical, on se rend compte à aujourd'hui que, par exemple, les gens commencent à avoir des difficultés à mémoriser, parce qu'on externalise notre cerveau.
Et oui, effectivement, le nombre de mails reçus, et les interruptions, et ensuite pour vous replonger dans votre travail quand vous l'avez interrompu toutes les 5 minutes. Et tout à l'heure, nous avions une auditrice, je crois que c'était Lisa, si je ne m'abuse. Lise, ouais. Lise, le fait de dire oui, je me force à m'arrêter pendant 2 heures pour me consacrer à une tâche jusqu'au bout. Et d'éviter cette urgence dont parlait Catherine tout à l'heure. Oui, il faut être dans l'urgence. Dans l'urgence, on fait rien, ou mal. Mais ce qui est très positif, c'est qu'on se rend compte que on est nous le mauvais utilisateur et qu'on a un pouvoir immense dès qu'on décide de se traiter un peu mieux au travail, c'est de s'octroyer des fois, de se dire je vais travailler pendant 5 minutes et ensuite traiter les mails qui arrivent. Déjà des plages de 5 minutes. C'est déjà, normalement il n'y a pas d'urgence telle que. Je vais m'immerger pendant 5 minutes, je vais traiter ensuite ce qui arrive, etc. Mais de hiérarchiser. Oui, et cette fragmentation de l'attention fait qu'aussi à la fin de la journée, on a l'impression qu'on a fait que des... Mais on a l'impression quand même que la journée a été remplie, alors qu'en fait, on n'a fait que des bribes de choses, mais on n'a pas fait quelque chose de construit. Oui, exactement. Et on a répondu aux sollicitations des uns des autres, qui sont leurs urgences, mais pas forcément nos priorités. Absolument. D'où aussi un sentiment de perte de sens de ce qu'on fait. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait, je dis ça très sérieusement, puisque on pourrait en discuter d'ailleurs, les collégiens, les lycéens, pas les lycéens, mais les collégiens et les petites classes n'auront plus théoriquement leur portable avec eux à la rentrée. Est-ce que on peut imaginer finalement faire la même chose dans l'entreprise? On a tous un ordi, de toute façon, donc on a cet écran, mais c'est le seul, et on laisse les portables à l'entrée. Est-ce que c'est quelque chose on a quand même la problématique ensuite, c'est par secteur d'activité, on a différents métiers. J'imagine alors, pas bien sûr, que ici, si on vous pique votre portable, je pense que vous êtes malheureuse. Ah oui, vous allez être très très malheureuse. Oui, moi, les dépêches AFP, ça va être compliqué quand même. Alors, les dépêches ne sont pas sur le portable, et moi je l'ai fait les 4 étages pour remonter chez moi effectivement et retrouver mon portable. Je suis d'ailleurs comme Annie, qui dit qu'elle a 67 ans, qu'elle est addicte à son smartphone, qu'elle ne saurait s'en passer. Elle dit je peux faire plusieurs kilomètres si je l'ai oublié. Je dois le sentir dans ma poche pour être détendue et je vérifie régulièrement s'il est toujours là. Moi je me sens un peu parfois dans la peau d'Annie, pour tout dire. L'idée de vérifier où est mon portable. On fait tous ça, on voit tous ça dans la rue. Bien sûr. Il y a quelque chose peut-être. Vous aussi, Catherine Lejal, s'il vous plaît. Mais évidemment, moi je suis un très mauvais exemple. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'aspect sécurité. On se sent en sécurité parce que on peut appeler à n'importe quel moment où les gens peuvent nous appeler. C'est aussi un lien affectif très fort. Quand on est dans les transports et qu'effectivement il y a rien d'intéressant à faire, on va relire des petits messages, on va regarder des photos. Donc c'est aussi quelque chose de réconfort et de sécurisant. Justement, Mathieu, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, Mathieu, allez-y. Merci de prendre ma question. Oui, voilà, j'appelais pour dire que même si, selon moi, l'immédiateté et la volonté de pouvoir tout avoir tout de suite marquent déjà un point de dépendance au smartphone, pour moi, le point de dépendance suprême, c'est lorsqu'il n'est plus un moyen pour faire quelque chose, mais une fin en soi, et qu'on s'en sert, qu'on fait en quelque sorte du smartphone sans même savoir pourquoi. De besoin de l'avoir, de le regarder constamment, mais sans avoir autre chose à faire que ça. Absolument. Remarque, merci beaucoup Mathieu, une remarque judicieuse, Catherine Lejal de Mathieu. Effectivement, c'est exactement ça. Parce que quand on le sort, on n'a rien, on n'a personne à appeler, on n'a pas d'SMS à envoyer. Non, on se remplit de ce qui arrive. Et donc on ne décide plus ce qui arrive. Il faut bien se rappeler qu'aujourd'hui, l'humanité produit autant d'informations tous les jours que de bibliothèques François Mitterrand et que ce qu'elle produisait du début de l'humanité à 2003. Donc c'est dire, tout n'est peut-être pas intéressant. J'ai le droit de choisir ce qui va rentrer dans mon cerveau. Et c'est se réapproprier, reprendre le contrôle. À la fin du 19e siècle, on avait un chercheur, un philosophe, Théodore Veblen, qui travaillait sur le temps, la gestion du temps. Il disait, les aristocrates gèrent leur temps, ils font partie des catégories supérieures, et puis le domestique de Feydeau, lui, on le sonne. Donc c'est se dire, mais je mérite mieux. Et j'ai droit aussi à mes plages de maintenance et à mes plages de décontraction. Je suis orthophoniste, nous dit cette auditrice sur franceinter.fr. Je reçois des petits patients qui ont un retard de langage. Dans ma salle d'attente, la plupart des parents ne lisent plus de magazines, ils ne lisent pas d'histoire à leurs enfants, ils ne leur parlent pas. Certains raccrochent à peine pour me dire bonjour quand je les accueille, etc., etc. Scène classique, j'ai envie de dire, non, Yannick Châtelain. Dans ce témoignage, non, mais dans ce témoignage, comme dans celui de Mathieu,
Mathieu qui recoupe celui de Étienne par rapport à justement ce face à soi, ce face à l'ennui, ce besoin, comme le soulignait Catherine, d'être rempli de choses qu'on ne décide pas. Comme l'expérience de Jean-Christophe qui disait que les gens redécouvraient par exemple la lecture, le fait de lire. Je pense qu'on est vraiment dans cette problématique-là, c'est-à-dire on subit les choses, on a besoin de se remplir, on remplit un vide qui devient de plus en plus vide si on n'a pas nos notifications, mais derrière il y a un monde après le smartphone, il y a la lecture, il y a lire, il y a choisir, il y a décider. Il y a une vie après le smartphone. Bonsoir Gérald. Bonsoir Gérald. Bonsoir Fabienne. Allons-y, on vous écoute Gérald. Bonsoir à vous, bonsoir France Inter et aux auditeurs, bonsoir à vos invités. J'ai pas retenu leur nom, mais... C'est pas grave, allez-y. Non, mais nous, on a retenu le vôtre. Allez-y Gérald. Bon voilà, moi ce que je voulais dire c'est que j'ai 42 ans, donc j'ai connu mon premier téléphone, c'était le téléphone à cadran. Vous avez connu l'avant. Donc voilà, après j'ai vu apparaître toutes les autres générations et au début j'ai été enjoué, presque accro, j'ai envie de dire, aux réseaux sociaux et compagnie. Et puis j'ai compris à quoi ça tournait. Mais bon, tout ça pour dire que je reviens tout à fait les derniers témoignages en voyant les dernières générations, ça me fait un petit peu peur. Parce que, comme vous disiez, ils mangent du téléphone pour en manger, quoi. Enfin, moi, je regardais mes collègues ce midi à table qui mangeaient en regardant leur téléphone. Donc là, on atteint le summum de l'inutilité. Et au sens propre du terme. Donc manger en mangeant du téléphone, Gérald, c'est vous qui avez raison. Avant qu'on se quitte, parce qu'il nous reste peu de temps, et pour aller dans le sens de ce que vient de nous dire Gérald à l'instant, je voudrais qu'on écoute Mathias. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Et bienvenue dans le téléphone sonne. Mathias, tu as 12 ans, raconte. Oui, j'ai 12 ans. En fait, moi, j'ai un vieux téléphone à touche que mes parents m'ont acheté avant Noël dernier. Et dessus, je peux pas aller sur Internet et tout ça. Et moi, ça me choque quand je vois mes copains et qui sont tous là devant leur téléphone et qui se parlent pas entre eux. Et que moi, je suis sur le côté comme ça et puis de me dire que toi, t'es le seul, en fait, Mathias, c'est ça. T'es le seul à pas avoir Internet sur ton portable. T'es notre héros, Mathias. Voilà, profites-en. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans la cour de l'école? Est-ce que tu fais quoi, toi, par rapport aux autres, finalement, si toi, t'as pas Internet? Mais en fait, je suis au collège d'Arleux, dans le Nord, et on n'a pas le droit au téléphone dans la cour de récréation. D'accord. Du coup, on parle. Et eux, ils parlent de leur téléphone et tout ça. Mais moi, j'arrive quand même à trouver des copains qui parlent pas que de ça. Du coup, je parle d'autre chose. Mais tant mieux. Et puis même quand ils parlent de leur téléphone, Mathias, t'arrives à suivre quand même, j'imagine, non? Ouais, j'arrive à suivre. J'utilise le téléphone de ma mère un peu pour jouer. Voilà, donc voilà, ça, on a déjà entendu ça aussi. Ma maman ne veut pas m'acheter de Barbie, mais du coup je vais jouer avec celle de la voisine. C'est pareil. Et en tout cas, moi je voudrais juste dire aussi, c'est que j'écoute H24 France Inter avec le prof de radio de mon père. Et je voudrais vous dire que vos émissions, elles sont super. Et j'adore, en fait. Mathias, merci beaucoup. Tu es parfait. C'était exactement ce qu'il fallait. C'est exactement ce qui pourrait totalement clore cette émission. Je suis en train de rechercher un mail sur franceinter.fr de quelqu'un qui nous disait que le smartphone, j'ai oublié son nom, je suis désolé, et je les remercie, qui nous disait que il y avait quand même un gros avantage au smartphone, c'était aussi d'avoir quelques applications, et notamment celle de France Inter, ce qui est d'ailleurs assez juste. Qu'est-ce qu'on dit à Mathias quand même pour terminer, Catherine Lejal, qui a ce petit point de frustration? Mais finalement, on se rend compte que, oui, la frustration existe, mais c'est pas si grave finalement, d'après ce qu'il raconte lui-même. Oui, parce qu'il a une vraie prise de recul. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on avait avant des verrous techniques et financiers qui nous protégeaient. Les abonnements étaient coûteux. Il y a pas très longtemps, envoyer un SMS, ça coûtait. Les réseaux n'étaient pas forcément de très bonne qualité. Il y avait des endroits où on était protégé, ça portait pas. Et que chaque époque de la vie, chaque jeunesse se passe dans un contexte socio-technique donné. Aujourd'hui, il est possible d'avoir tout immédiatement. Moi, je suis d'une génération qui était les 24 heures chrono, la Redoute, et on était hyper heureux avec les 24 heures chrono, mais c'était la limite qu'on pouvait avoir. Aujourd'hui, Darty, vous commandez 2 heures après, vous l'avez en ligne. Voilà. Donc, on accuse un peu cette génération d'être impatiente, mais c'est aussi parce que c'est possible et que on leur légitime ce genre de